Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Clairvaux, c'était le 22 septembre 1971. Vous n'avez pas oublié, je pense, le drame qui s'était alors produit dans cette prison centrale près de Troyes. Claude Buffet et Roger Bontemps, deux détenus, avaient pris pour otage et assassiné un gardien et une infirmière de la prison. Ce matin s'est ouvert devant la cour d'assises de l'Aube le procès des assassins. Service d'ordre très dense autour du palais de justice de Troyes et atmosphère très lourde. Une première péripétie. Claude Buffet, qui avait récusé la semaine dernière ses deux avocats parisiens, maîtres Lévy et Crost, Claude Buffet a fait savoir dès l'ouverture de l'audience qu'il les reprenait, ces deux avocats, pour défenseurs. Je pense que nous allons avoir l'un de nos envoyés spéciaux en ligne, Claude Manuel, il va nous dire ce qu'est l'ambiance et ce que vont être les débats. Est-ce que Troyes nous entend? À destination de Paris. Oui, c'est bien Paris et toute la France qui voudraient recevoir cette correspondance de Claude Manuel. Troyes? Je savais, avant de commencer ce journal, que nous avions quelques difficultés techniques. J'essaie quand même d'appeler notre envoyé spécial, mais je crois qu'il faut que nous prenions rendez-vous un peu plus avant dans cette édition de Télémidi, si c'est possible. Je vous rappellerai que les victimes, l'infirmière Nicole Comte et le surveillant Guy Girardot, laissent l'une 2 enfants, l'autre un orphelin. Tout à l'heure, donc, je l'espère, compte rendu de la première matinée. L'actualité en France, c'est par ailleurs aujourd'hui une nouvelle fois la réforme de l'ORTF. Le Sénat en discute à partir de cet après-midi, mais peut-être y aura-t-il une question préalable pour que le débat soit reporté à l'automne. Là, nous en parlerons à Télésoir. Le salaire minimum à 1 000 francs, la Commission supérieure des conventions collectives se réunit au ministère du Travail et donne son avis sur la fixation du SMIC. C'est une rencontre qui prend un relief particulier du fait de la campagne menée par la CGT et par la CFDT ces dernières semaines, et aussi du fait de la présence pour cette consultation au ministère du Travail, côté syndicat, de la présence des leaders des deux formations, Georges Ségui et Edmond Maire. 2 autres leaders de formation politique, cette fois, se rencontrent encore ce soir. Georges Marchais pour le Parti communiste et François Mitterrand pour le Parti socialiste, en vue de la conclusion d'un accord de gouvernement entre les deux formations et pour discuter du problème des nationalisations, au cas où les partenaires se trouveraient au pouvoir. Et puis, en cette période où, quand on a l'âge de la scolarité, on pense surtout aux vacances, les responsables de l'éducation nationale font connaître les propositions d'une réforme de l'ensemble du système scolaire français. Ces propositions sont l'œuvre d'une commission présidée par M. Louis Joxe. Elles sont souvent révolutionnaires, vont dans le sens d'une autonomie plus large de chaque école, d'une liberté du choix des méthodes d'enseignement et des horaires de travail. Nous analyserons ces propositions dans un supplément spécial qui commencera dans un quart d'heure environ, dans même cette édition de Télémidi. Le rapport Joxe a été commandé par le ministre de l'Éducation nationale, M. Olivier Guichard. M. Guichard qui est actuellement en voyage privé en Alsace. Au cours d'une conversation à bâton rompu avec certains de nos confrères, M. Guichard a dit que si le président de la République lui demandait de faire quelque chose, être éventuellement candidat au poste de Premier ministre, eh bien, il le ferait. Conversation rapportée ce matin par les dernières nouvelles d'Alsace. 2 autres ministres sont à Luxembourg aujourd'hui, les responsables des affaires étrangères et des finances, M. Schuman et Giscard d'Estaing. À Luxembourg, car les 6 Européens et les Britanniques examinent là-bas les conséquences de la décision de Londres de laisser flotter la livre. Où en est-on sur ce plan? Michel Tardieu va nous le dire de la Bourse de Paris. Eh bien, Jean Lanzy, les ministres auront probablement du mal à s'entendre cet après-midi, parce que 2 positions assez opposées vont s'affronter, nous le savons, celle de la France attachée à la fixité des taux de change et au contrôle des changes, et d'autre part celle de l'Allemagne qui, au contraire, souhaite le plus grand libéralisme possible et qui est favorable au flottement, qui, lui, est l'expression même des lois du marché. Alors si on s'en tient aux querelles d'école, il y aura beaucoup de difficultés pour se mettre d'accord. En revanche, si les ministres s'en tiennent aux faits, eh bien, il n'est pas impossible qu'ils finissent par arriver à un compromis. Parce que finalement, entre une dévaluation immédiate de la livre, comme le souhaite la France, dévaluation immédiate qui permettrait de revenir tout de suite à des parités fixes et donc au fonctionnement normal du marché commun, et un flottement étroitement contrôlé, comme on pourrait peut-être en mettre un en place, eh bien, les différences de fait ne sont pas considérables. Alors, c'est peut-être dans ce sens-là que cet après-midi, les ministres vont s'engager pour tenter de trouver une solution, c'est-à-dire en surveillant très étroitement le flottement de la livre pour permettre de maintenir le fonctionnement normal des marchés d'échange et du marché commun. En tout cas, il semble à peu près exclu que la solution du flottement concerté puisse être adoptée, puisque finalement,
le flottement signifie pour la livre de flotter en baisse, il signifierait aussi pour la lire italienne de flotter en baisse, alors que pour le mark ou le franc français, il signifierait plutôt un flottement en hausse. Donc on voit très mal comment ce flottement pourrait être concerté et comment on pourrait définir d'avance les marges de flottement entre les monnaies européennes. Donc s'il y a un accord, eh bien ce sera probablement autour d'un flottement de la livre qui pourrait durer, mais qui serait étroitement limité. Il est toujours difficile de faire des pronostics, mais de l'avis des spécialistes, ce sont ceux qu'on peut faire pour l'instant. Merci Michel. Une inquiétude qui vient de l'étranger. Les Italiens, à l'image des Britanniques, se demandent s'ils ne vont pas, à leur tour, faire flotter leur monnaie nationale, la lire. On en parle à Luxembourg et à Rome. Rome, où M. Andreotti a présidé ce matin, a présenté plutôt au président de la République la composition du nouveau gouvernement qu'il préside. Pour la première fois depuis 10 années, les socialistes de gauche en Italie ne font pas partie de cette formation. Ce 34e gouvernement de l'Italie depuis la fin du fascisme est orienté au centre droit. Ailleurs dans le monde, tandis que se poursuivent les protestations des pays riverains du Pacifique contre les essais nucléaires français, la radio australienne annonce que l'expérience programmée pour jeudi dernier a été annulée en raison, dit-elle, de difficultés techniques. Pas de réaction, pas de commentaire de la part du ministère de la Défense nationale à Paris. Aux Nations Unies, le Conseil de sécurité doit dire aujourd'hui ce qu'il pense de la dégradation de la situation sur la frontière entre le Liban et l'État d'Israël. Calme précaire à la frontière israélo-libanaise depuis ce matin, mais cette nuit encore, plusieurs unités navales israéliennes ont patrouillé au large des côtes libanaises. Au sud de Tyr, il y aurait eu quelques échanges de coups de feu. À quelques kilomètres à la frontière syrienne, plusieurs tirs d'obus ont endommagé une position israélienne située dans les hauteurs du Golan. Côté arabe, le bilan des derniers bombardements s'élèverait à plus de 100 morts parmi la population civile, y compris les Palestiniens, chiffre publié à Beyrouth, alors qu'hier, le vice-premier ministre israélien affirmait que si quelques bombes étaient tombées sur un village du sud Liban, c'était un accident inévitable selon M. Yigal Allon au cours d'un combat. La liaison que je vous annonçais au début de cette édition de Télémidi avec Troyes a pu être établie. Voici donc le compte-rendu de Claude Manuel sur l'ouverture du procès Buffet-Bontemps. Troyes, c'est à vous. Elle a pu être établie, je crois que je m'avançais un petit peu. Nicole Comte, Guy Girardot, Madame Beziminski, 3 victimes, 3 noms que l'on ne peut pas oublier ici, aussi concentrée que soit l'attention sur ce qu'il faut bien appeler la véritable personnalité de Claude Buffet et de Roger Bontemps. Clairvaux, 21 septembre, 2 victimes, 2 meurtriers, des faits qui révoltent. C'est ce dossier que vient d'ouvrir le président Robert devant 9 jurés qui n'ont qu'une obsession, juger en leur âme et conscience. On imagine le déchirement de ces hommes et de ces femmes. 3, ville austère. Il y a 9 mois, c'était toute une région, toute une population frappée de stupeur, révoltée par le geste de Buffet et de Bontemps à la prison de Clairvaux. Aujourd'hui, c'est une ville, une population qui veut juger dans le calme. Ce matin, il y avait un service d'ordre important et aucun incident à signaler lors de l'arrivée des 2 fourgons cellulaires qui ont pénétré directement dans le parking du sous-sol du palais de justice pour amener les 2 prévenus. Rigueur, sérénité, conscience, c'est bien entendu cela qui domine le débat ouvert ce matin dans la salle moderne, toute de chêne clair, de tentures de tissu or, sous une lumière vive, dans la salle des assises de Troyes. Pendant 4 jours, la Cour, 9 jurés, 8 hommes, une femme, des gens solides qui ont des responsabilités dans la vie. Le plus jeune a 40 ans, ils ont en moyenne une cinquantaine d'années. Pendant 4 jours, ils vont tenter de comprendre l'incompréhensible. Quant aux accusés, 2 attitudes, 2 silhouettes différentes. Claude Buffet, des yeux bleus assez durs, sous des paupières épaisses, des yeux qui brillent, fixés sur la salle. Il se tenait très droit dans le box, portant une veste épaisse en drap de l'administration pénitentiaire. Roger Bontemps, en revanche, des yeux comme éblouis, sous un front bas. Il se tenait, lui, le dos un peu voûté. On a dit beaucoup de choses quant aux déclarations désespérées de Claude Buffet dans les jours précédents. Claude Buffet demandant la mort, réclamant la condamnation. Ce matin, je n'ai pas vu du tout un kamikaze, mais un homme qui, en pénétrant dans la salle d'audience, voulait rectifier certaines erreurs qui avaient été données au point de vue sur le plan de l'information. Un homme qui, à la fois, semblait solide et sûr de lui et qui promenait un regard par en dessous, circulaire sur la salle, peut-être comme il l'avait vu faire dans certains films américains des années 50.
Buffet, il faut le rappeler, est déjà condamné à la réclusion à perpétuité. Roger Bontemps à 20 ans de réclusion criminelle, bien sûr, pour ce geste, pour leur geste, pour ce qui s'est passé ce matin-là, cette nuit-là, dans l'infirmerie de Troyes. Ils risquent la peine de mort pour un geste terrifiant, un geste au-delà de ce que l'esprit humain peut concevoir. Et c'est précisément ce geste que doivent juger 10 hommes, une femme, en leur âme et conscience. Les débats de cet après-midi, notre envoyé spécial vous en rendra compte, bien sûr, à Télésoir. Aux États-Unis, l'ouragan tropical baptisé Agnès s'est calmé ces dernières heures. Venu des Caraïbes, l'ouragan avait frôlé la Floride et puis il était remonté vers le nord, ainsi que nous l'avons porté sur cette carte. À New York, il y avait eu ainsi, en cette fin de printemps, 3 pleines semaines de pluie. Mais surtout, un tragique bilan dans 4 États du nord des États-Unis. En tout, 5 États déclarés zone sinistrée, 116 morts, des centaines de milliers de sans-abri, plus de 5 milliards de francs de dégâts. Voilà le bilan de l'ouragan qui s'est abattu ce week-end sur la côte est des États-Unis après une semaine de pluie torrentielle. Le président Nixon a survolé les régions sinistrées. Partout, de l'eau, de labour recouvre une centaine de localités. L'État le plus touché est la Pennsylvanie, 100 000 personnes y ont été évacuées. 80 000 hectares de terre submergés dans le seul État de Virginie. Là où est passé l'ouragan, les rivières, les fleuves ont débordé, des maisons ont été emportées, le bétail a péri noyé et les hommes souvent n'ont pas eu le temps de fuir. Aujourd'hui, l'ouragan s'est calmé, il a finalement disparu vers le nord quelque part au-dessus du Canada après avoir successivement touché Cuba, 12 morts, la Floride, 6 morts, et la côte est des USA, 116 morts, une des plus graves inondations de l'histoire de ce pays. Le temps en France s'est remis au beau fixe hier, mais on se demande si ça va durer. La météo prévoit en effet une instabilité presque générale, quelques pluies pour demain sur la Manche et la mer du Nord, et des orages avec même de la grêle et du vent assez fort entre la Méditerranée, l'Est et le bassin parisien. Et puis les températures qui vont monter jusqu'à près de 30 degrés cet après-midi devraient légèrement baisser demain. Où va-t-on? On n'en sait rien. Le bilan traditionnel des accidents de la route au lendemain du week-end, toute la série habituelle des imprudences, des conduites en état d'ivresse, des refus de priorité. Ce bilan provisoire fait apparaître 100 morts et 954 blessés, dont 370 grièvement. Lors du précédent week-end, le bilan avait été de 86 morts et 990 blessés, dont 398 grièvement. Une correspondance des États-Unis, d'Emmanuel Delataille. Où en est-on là-bas dans le contrôle de la vitesse des automobilistes? Si vous êtes un fanatique de la vitesse, un passionné de voiture, un enragé de la moyenne, alors surtout, ne venez jamais en Amérique. Cette passion-là vous passerait rapide. Sur des autoroutes géantes, avec 4 fois plus de chevaux sous le capot qu'en Europe, dites-vous bien qu'ici, vous ne dépasserez jamais le 120 à l'heure, grand maximum. Et très vite, la voiture perdra pour vous son symbole de personnalité pour être ravalée au rang de banal instrument de transport. Sinon, on vous le fera comprendre. En Amérique, si on ne vous arrête jamais pour vous demander vos papiers, à moins de cambrioler une banque ou de balancer des pavés, en revanche, une police omniprésente ne vous pardonnera pas le moindre coup d'accélérateur. À la 3e infraction, retraite permis pour 1 an. Mais pour les Américains, il y a encore trop d'accidents, surtout pour cause d'ivresse, et beaucoup sont pour des peines de prison, comme M. Bloom, président du syndicat des assurances. La meilleure manière de diminuer les accidents, ça serait de renforcer lourdement les pénalités contre les délinquants du volant. Si un conducteur dépasse la vitesse limite et reçoit une sanction, finalement, cela ne suffit pas. Et il a tendance à récidiver. Mais s'il savait que s'il recommençait, il serait condamné à aller en prison pour un bon bout de temps, alors ça diminuerait les accidents. Et au moins, de toute manière, on retirerait de la circulation les mauvais conducteurs, et quand il sortirait de prison, il n'aurait pas du tout envie de recommencer. Les remèdes les plus draconiens. À Orly, il n'y a pas de douanier aujourd'hui. Il y a quelques mois, les fonctionnaires des douanes avaient organisé un pique-nique sauvage dans le hall de l'aérogare pour appuyer leurs revendications. Aujourd'hui, toujours pour voir s'améliorer les conditions de travail et les salaires, les douaniers d'Orly se sont mis en grève pour 24 heures jusqu'à ce soir minuit donc.
Les sports après cela, les sports du lundi. L'équipe de France n'a pas gagné devant l'Argentine hier soir. Elle n'ira pas plus loin dans la mini-Coupe du Monde de football. Michel Drucker. Oui, elle a raté la qualification de très peu, car Oui. elle a fait match nul, c'est une bonne performance. Vous avez reconnu derrière Jean Lanzy, Bianchi, le demi-centre argentin, avec à gauche, essayant de le contrer, le français Jean-Pierre Adam, qui joue à Nîmes. Donc 0-0, mais ça n'est pas suffisant, car les Argentins ont un meilleur goal average. Avec le meilleur goal average, c'est la meilleure différence de but. Les Argentins ont marqué 13 buts et en ont encaissé 15 seuls, alors que la France en a marqué 10, mais en a encaissé 2. C'est dommage, de très peu. Les dépêches sont unanimes. Les Français ont sérieusement inquiété les Argentins, qui sont parmi les meilleurs footballeurs sud-américains. Et les Français auraient pu gagner ce match. C'est dommage. Et maintenant, ils vont rentrer à Paris, c'est prévu au milieu de Oui, la semaine. ce qui n'est pas le cas des autres équipes qui, elles, sont qualifiées pour la phase finale, qui commence aujourd'hui à Rio et dans les environs. Et la finale sera transmise à la télé en direct Oui. le 9 juillet après-midi. Le 9 juillet, le soir, par satellite. Ah, le soir. Elle opposera peut-être le Brésil, qui est pour l'instant qualifié avec l'Argentine, la Tchécoslovaquie, l'Écosse, et l'URSS, l'Uruguay, le Portugal, et soit le Paraguay, soit la Yougoslavie. Cyclisme, on dirait que les favoris se sont réservés pour le Tour de France qui part au milieu de la semaine. Nous avons depuis hier un champion de France assez inattendu. Ce qui n'est pas le cas dans les pays étrangers, car vous savez qu'il y avait les championnats nationaux à l'étranger également, et si en France le vainqueur est à peu près inconnu du grand public, ce n'est pas le cas à l'étranger, puisque Godefroth a battu Merckx en Belgique, Gimondi est champion d'Italie, Ocaña, que nous reverrons dans le Tour de France, a été très impressionnant, il est champion d'Espagne, et Agostino est champion du Portugal. Mais vous avez raison, Jean, en France c'est un timide Vendéen de 27 ans, professionnel depuis 4 ans, qui a remporté l'épreuve. Il s'appelle Roland Berland et je vous propose de revoir sa victoire. Voici la synthèse de l'épreuve que Richard Dio enregistrait hier soir pour nous. Plus de 30 000 personnes étaient venues voir 56 coureurs professionnels se disputer le titre de champion de France sur le circuit de Sanceau dans le Jura, au milieu des épicéas de la forêt de la Joux. Parmi les favoris, Cyril Guimard, la terreur de ce championnat, Raymond Poulidor, toujours aussi jeune en dépit de ses vieilles jambes, et Roger Pinjon, le revenant, en regain de forme. Mais c'est en fait Bernard Guyot qui lance le championnat dès le départ, dès le 2e kilomètre, en compagnie de quelques hommes bien décidés. Et à mi-course, Bernard Guyot est toujours là, accompagné de Mathioda, Mingon, Perrin, Cadieux, Genet, Le Thor, Berland. Cette attaque de Guyot et de ses camarades allait rejeter loin à l'arrière les favoris de la course. Hézard, Guimard, Pinjon et Poulidor, pour ne citer que les plus huppés, se retrouvent à 6 minutes, c'est fini pour eux, et le faciès de Poupou en dit long sur sa déconvenue. Le tiercé gagnant aujourd'hui, il est là. Berland, l'équipier modèle qui a trouvé son jour dans le Jura cet après-midi, Guyot que l'on avait oublié un peu trop tôt, et Perrin, le spécialiste des championnats de France. Guyot, Berland, Perrin s'entendent comme larron en foire et leur avantage s'accentue régulièrement, plus personne ne reviendra. Derrière, c'est la débandade, la chaleur, le parcours, la distance et Guyot ont fait leur œuvre. Pour le sprint, il n'y aura pas de problème, Berland est le plus fort, il laisse manœuvrer Bernard Guyot sans se laisser manœuvrer et il attend les derniers 200 mètres pour passer Bernard Guyot au sprint en dépit d'une roue arrière en mauvaise étape. Roland Berland est champion de France pour la 2e fois de sa carrière et pour la première fois chez les professionnels. Et puis, dans d'autres disciplines, la suite de cette revue de détail avant les grands moments. Le grand moment, ce sera aussi les Jeux Olympiques de Munich dans 2 mois. Nous parlions de Sylvie Noack en natation la semaine dernière. Et bien voici qu'un sauteur maintenant améliore le record de France. Oui, il s'appelle Bernard Gauthier. Il n'a rien à voir avec l'ancien recordman de Bordeaux-Paris, vous l'avez vu derrière Jean Lanzy, il est très athlétique et il a donc battu le record de France de la spécialité que détenait Sainte-Rose depuis 3 ans. Il a franchi 2,20 m, c'est bien, 2,20 m c'est une bonne performance européenne. Je dirais européenne car à Munich il faudra dépasser 2,20 m pour avoir une chance de remporter une médaille. Je vous propose de voir le saut victorieux de Bernard Gauthier, c'était à Bourges samedi à l'occasion de la première journée du mémorial Paul Mérican qui, soit dit en passant, fut un grand dirigeant français. Voici le premier essai à 2,20 m et Gauthier va échouer. Jusqu'à ce bond, il avait franchi régulièrement 2,14 m aux côtés d'Elliott, de Sainte-Rose et de Lamy. Très athlétique, je vous l'ai dit, 1,81 m, 79 kg, il est comptable, il a 23 ans, voici son bond victorieux. Sa progression fut rapide, 1,98 m en 67, 2,10 m en plein air et 2,11 m en salle en 70, et puis 2,20 m cette année.
c'est vraiment une très bonne performance. Et si Bernard Gauthier rééditait cet exploit à Munich, eh bien, il aurait une chance de participer à la finale et peut-être être sur le podium. Mais d'ici là, il y aura un match France-Allemagne de l'Est et puis les championnats de France. Il faudra confirmer, ça n'est pas facile. Très brièvement, je vais aller trop vite, j'y arrive pas. Wimbledon, le grand rendez-vous du tennis, commence cet après-midi. Oui, les Français rentrent en lice avec un choc 100% français, Barthès contre Chamfort. C'est Smith tête de série devant Nastas Gimeno, ça promet beaucoup. La transatlantique en solitaire, un abandon et quelques inquiétudes. Oui, l'abandon, c'est celui d'Eugène Rigidel. C'est un Français, il est rentré à la Trinité-sur-Mer, il a eu des problèmes avec son bateau. Pas de nouvelles de Chichester, et là les Anglais sont un peu inquiets. Sir Chichester est le vétéran de la course, il était très malade, il souffre de la moelle osseuse depuis plusieurs mois. Il a pris le départ malgré le conseil de ses médecins et il n'a pas communiqué avec le sol depuis le départ, depuis une semaine. Chichester, 71 ans, on attend de ses nouvelles. Maintenant, notre supplément consacré à l'éducation nationale que je vous annonçais tout à l'heure. Le malaise des enseignants du second degré et l'évolution du système scolaire français ont été étudiés par la commission JOX. Ces conclusions sont publiques depuis ce matin. François-Henri de Virieux présente notre enquête et une discussion qui se prolongera peut-être un petit peu au-delà du temps qui était prévu, ce qui pourrait entraîner un petit retard pour les émissions régionales et qui doivent suivre cette édition de Télémidi. Au début de ce siècle, il y avait en France 127 000 élèves dans les écoles secondaires. 127 000 élèves et 10 500 professeurs. Aujourd'hui, à la rentrée prochaine, il y aura 3 700 000 élèves et 235 000 professeurs. Il y a donc aujourd'hui, si vous voulez, 29 fois plus d'élèves et 22 fois plus de professeurs qu'au début du siècle. Mais ce qui est probablement plus important et qui découle de ces chiffres un peu arides, c'est que ce ne sont plus les mêmes élèves ni les mêmes professeurs, alors que les méthodes pédagogiques sont restées à peu près identiques à ce qu'elles étaient du temps de nos grands-parents. De là découle ce que l'on appelle le malaise de la fonction enseignante du second degré et qui vient d'être analysé dans le rapport JOX. Jean-Michel Desjeunes a essayé de résumer pour nous les conclusions de ce rapport et le diagnostic qu'il formule précisément sur ce malaise, avec des étudiants et des professeurs. Les élèves s'ennuient et les professeurs sont en plein désarroi. Voilà ce qu'affirme le rapport de la commission. Signe extérieur de cette morosité, je cite, l'apathie, l'inertie et le manque d'intérêt des élèves qui ont de plus en plus tendance à manquer les cours et qui refusent, parfois violemment, la forme d'enseignement qu'on leur propose. À tel point que l'on note un phénomène nouveau, le désir de travailler seul, chez soi, plutôt que de participer aux cours. Les élèves sont anxieux devant la succession d'aiguillages et d'examens qui leur paraissent irréversibles. Ils ont peur pour leur avenir professionnel. Dans le même temps, le personnage du professeur se dégrade. Les enseignants doutent d'eux-mêmes, 89% d'entre eux pensent que leur métier a perdu de son prestige, ils se sentent isolés et certains avouent qu'ils ont peur de leur classe. Les chahuts ont toujours existé, mais aujourd'hui les élèves s'en prennent à l'enseignement lui-même. Et puis l'irruption de la politique dans la vie scolaire vient encore compliquer les choses. C'est la première cause de conflit entre professeurs eux-mêmes. Pour la commission, les élèves ne voient plus l'utilité de ce qu'on leur enseigne et le métier de professeur, tel qu'on le faisait il y a 15 ans, est devenu impraticable. Il y a un malaise des élèves que nous ne pouvons pas nier et qui fait notre malaise. Il serait impensable qu'ils soient dans une certaine mesure malheureux et que nous ne le soyons pas également. Je pense que la première question qu'ils se posent, c'est celle du sens de notre enseignement. Et nous nous la posons tout autant. Vous disiez quelque chose tout à l'heure. Moi je dis que souvent les élèves s'ennuient, bon, parce que c'est pas uniquement la faute des professeurs, ça serait ridicule de le dire, mais c'est surtout parce que ce qu'on leur apprend, ils n'en voient pas du tout le but, c'est totalement séparé de la vie la plupart du temps, bon, c'est tout, c'est le gros problème, pourquoi se séparer de la vie, bon, ça c'est la grosse question. Là, les rapports entre professeurs et élèves sont plus difficiles, parce que souvent plus tendus à cause de méconnaissances réciproques aussi, et de contacts qui sont dus en grande partie aussi à l'enseignement. Parce que le malaise pour les professeurs vient en grande partie aussi de l'enseignement. Moi je suis persuadé que l'enseignement qu'on nous donne au lycée, il est très intelligent, on peut parler pendant un bon bout de temps et en mettre plein la vue à celui qui nous écoute, mais je crois qu'en fait il est plus théorique que pratique. Et il y a une grande phase de l'éducation qu'on se fait et on est vraiment autodidacte sur ce plan-là. Je suis un professeur heureux. Oui. Mais je nie pas, chez certains de mes collègues, qu'il existe un certain malaise, c'est sûr. Et à quoi tient-il? Je pense que c'est un métier auquel on est mal préparé, on nous jette dans l'arène, en somme, et c'est un métier qu'il faut choisir par vocation.
les professeurs se sentent moins en sécurité du fait même qu'on a aboli la barrière d'autorité et la barrière de politesse et de respect envers le professeur. Le professeur faisait son cours, il était très bien vu, il avait une grande influence auprès des élèves. Maintenant, au contraire, je pense, et il faudrait que ce soit ainsi, qu'on abolisse cette barrière de politesse et qu'on soit très franc avec le professeur. Et il faut bien dire que beaucoup de professeurs souffrent d'une certaine dégradation de leur profession. D'abord parce que nous donnons notre enseignement dans une atmosphère générale de pollution morale et aussi parce que les conditions de vie qui sont les nôtres actuellement subissent un déclin par rapport à celles d'autres salariés. Parce que certains professeurs sont restés à l'enseignement premier qu'ils enseignaient, enfin au premier enseignement, c'est-à-dire le cours magistral. Or, ces professeurs ne sont plus du tout suivis par des élèves qui, eux, sont en contact avec d'autres professeurs qui ne font plus des cours magistraux, mais des cours où la classe participe tout entière. Dans les grands lycées, il n'y a pas de relation entre les élèves et les professeurs. Il n'y a aucune relation, on est complètement coupé. Après le cours, le professeur s'en va. Il ne peut pas y avoir d'intérêt. Je pense qu'il faut tendre vers cet état de choses, c'est-à-dire que l'élève n'ait aucun complexe à aller voir le professeur pour lui parler des choses scolaires, mais aussi des choses de la vie. Il faut que le professeur soit en quelque sorte un éducateur, un directeur de conscience. Enfin, il n'a pas le temps, mais il faudrait que ce soit ainsi. Il ne faudrait pas que le professeur soit, comme tu disais tout à l'heure, borné à son cours magistral. Il serait souhaitable, à mon avis, que de temps en temps, on puisse aller chez un collègue, s'asseoir, écouter ce qu'il dit, intervenir, que la classe se fasse dans un esprit différent. Mais nous en sommes encore assez loin. Pourquoi ne le faites-vous pas? Ben, nous ne le faisons pas parce que les questions de l'emploi du temps, de l'horaire, nous l'interdisent en fait. Et puis parce que nous craindrions de gêner le collègue. Il y a des habitudes prises et depuis très longtemps, on ne peut pas les rompre d'un jour à l'autre. Et si le professeur tombe de son piédestal, c'est souvent, selon le rapport, parce que l'élève a des sujets d'intérêt ailleurs, en dehors du cours. La vie quotidienne, les journaux, la radio et la télévision. Pour peut-être leur intérêt ailleurs, mais ils trouvent surtout une distraction. Oui, je crois. Qui les disperse beaucoup et certainement nuit à la vie scolaire traditionnelle à laquelle quand même nous sommes habitués, donc nous dégageons difficilement aussi. Et qui doit leur donner des illusions d'ailleurs, parce que la télévision ou les autres moyens qu'ils ont à la maison peuvent leur laisser croire qu'ils apprennent une foule de choses en détail et qui en réalité ne sont pas creusées, ne sont pas approfondies. Alors arrivant en classe avec des illusions de ce genre-là qui leur fait croire à une culture profonde, eh bien ils arrivent en classe à l'égard des professeurs en disant le professeur en sait moins que ce que j'ai vu à la télévision ou ailleurs, si bien que la mentalité de l'élève à l'égard du professeur peut changer en fonction de cette situation-là. C'est une des raisons du fait que le personnage du professeur se dégrade? C'est possible, oui. Ils savent tout ou ils croient tout savoir? Sur certaines choses, ils savent beaucoup de choses. Sur certains points précis, ils sont très informés. J'ai des élèves qui étaient radioamateurs, ils en savent certainement plus que moi sur le sujet. L'enseignement, je crois que le programme d'histoire en seconde, c'est toujours le même depuis pas mal d'années, et puis je crois pas qu'il changera, même qu'il y ait une guerre au Vietnam ou ailleurs. Est-ce qu'il n'y a pas un décalage justement entre ce que vous apprenez, ce qu'on vous enseigne, et ce que vous voyez autour de vous? Il est bien évident que l'enseignement actuel n'est plus tellement en rapport avec le besoin de la société actuelle finalement. Mais le plus difficile, c'est de trouver ce qui convient